Bonjour à tous, moi je vais vous parler, je vais faire une synthèse de mon mémoire de recherche, dans le fond que j'ai fait en juillet 2015, et c'est un mémoire qui se questionnait sur les émissions culinaires et qui se demandait en quoi ces émissions pouvaient être symptomatiques des sociétés hypermodernes. Pour contextualiser un peu la recherche, l'idée de faire une telle recherche m'est venue quand j'étais en France. J'étais dans une licence avec une spécialisation, une licence communication, avec une spécialisation en muséologie, et venait d'apparaître le patrimoine immatériel, et le patrimoine culinaire français venait de faire sa grande apparition dans ce patrimoine-là, et parallèlement il y avait beaucoup d'émissions de cuisine, de magazines de cuisine ou de communautés foodies, slow food qui venaient d'apparaître, et c'était vraiment un phénomène exponentiel et très nouveau, et personne n'avait vraiment étudié ce phénomène-là, donc j'ai voulu m'y pencher. Pour cette recherche, tout d'abord, on va définir ce que c'est le culinaire. C'est le terme qu'on utilise, il s'inscrit vraiment dans la logique du patrimoine culturel immatériel. Poulain et Corbeau, dans leur ouvrage Penser l'alimentation entre imaginaire et rationalité, ils parlent du culinaire comme un phénomène social total. Je pense qu'ils empruntent la terminologie à Marcel Mauss. Ils considèrent donc que la notion d'alimentation, de cuisine et de gastronomie sont comprises dans des phénomènes sociaux englobants qui englobent aussi bien la culture de l'alimentation, l'acte de cuisinier et les filières agroalimentaires. Donc pour comprendre par quel prisme nous envisageons le culinaire, nous pouvons aussi nous pencher sur la Convention de la sauvegarde du patrimoine immatériel mise en place par l'UNESCO en 2003. Il faut rappeler que cette conception du patrimoine, son but c'était d'éveiller la conscience internationale à la nécessité de préserver la diversité culturelle et de lutter contre l'uniformisation des modèles culturels à l'échelle mondiale. Je vais vous lire un court passage de cette convention. On entend par patrimoine culturel immatériel les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, que les communautés, les groupes et le cas échéant les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel est transmis de génération en génération et est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leurs interactions avec la nature et de leur histoire, et de leurs sentiments le patrimoine leur procure un sentiment d'identité et de continuité qui contribue à promouvoir le respect de la diversité culturelle. Donc, quand on voit cette définition, on comprend que le phénomène social total qu'est le culinaire, c'est vraiment un patrimoine en évolution qui a une forte symbolique identitaire. Pourtant, quand on observe les comportements alimentaires, on a l'impression que la définition du culinaire et la monstration à la télévision sont peu en phase avec la réalité sociologique des pratiques culinaires. Et comme le décrivait déjà Paul Ariès en 1997, ces pratiques favorisent au quotidien la restauration rapide, la restauration à domicile, le prêt-à-chauffer, le prêt-à-servir, et aussi la mondialisation alimentaire et l'hégémonie de grosses filiales agroalimentaires. Il y a déjà des études qui avaient été menées sur les émissions de cuisine, mais ces études-là, elles envisageaient les émissions culinaires ou comme des objets de distinction, ou comme des objets déconnectés des réalités, ou encore comme des objets purement symboliques. Nous, dans cette recherche, on voulait vraiment considérer les produits télévisuels comme des instances de médiation, plutôt que comme des objets de pouvoir ou de manipulation. Donc pour Massé, en fait, qui a été notre auteur, qui a développé un peu un cadre théorique, mais aussi un cadre méthodologique, la culture de masse et le produit télévisuel plus particulièrement, c'est le produit objectivé d'un ensemble de médiations inscrites dans des rapports sociaux et dont la fixation dans un produit culturel particulier n'est jamais qu'un moment dans le processus continu de configuration et de reconfiguration des représentations symboliques du monde dans lequel se trouvent les individus. En fait, c'est-à-dire qu'on pense effectivement que dans ces émissions, il y a une construction du réel, mais que cette construction, elle doit être perçue comme un objet dans lequel seraient pliées différentes visions du monde et aussi les stratégies de communication. Par conséquent, on pense que les émissions, elles doivent être étudiées dans le champ télévisuel, et aussi, il faut comprendre la société dans laquelle elles s'inscrivent. Et cette société-là, c'est la société hyper moderne. En fait, on s'est appuyé sur les auteurs Lipovetsky et Asher pour argumenter qu'on était dans une société hyper moderne, et donc on conclut que c'est une société qui pousse à leur paroxysme les principes de la modernité sous l'angle de la consommation,
Et nous avons mis en avant à quel point l'individualité et la logique de l'ici et maintenant avaient pris le pas aujourd'hui sur le collectif et les habitus de classe. Donc il y avait 3 logiques inhérentes à cette société qu'on a vraiment plus exploitées pour expliquer comment s'inscrivaient les émissions culinaires là-dedans. La première, c'est le fait que les consommations aient basculé dans la recherche d'expériences sensibles, esthétiques et hédonistiques. Aujourd'hui, on consomme moins des biens fonctionnels et nécessaires qu'on achète des produits ou des services qualitatifs et expérientiels, ayant pour visée première l'émotion qu'ils procurent. Les auteurs parlent d'achats plaisir qui sont qualitatifs versus les achats corvée qui visent juste l'efficacité. Pour citer François Hacher, il dit qu'une nouvelle transition alimentaire est engagée et la nourriture sort du règne de la routine et de l'abondance pour devenir la matière d'un choix et le support d'émotions et de plaisirs variés. Deuxièmement, nous avons défini que les sociétés hypermodernes, pourtant reines de l'ici et maintenant et du renouvellement permanent, mobilisaient paradoxalement les vestiges du passé. Ce recyclage du passé aurait pour dessein de permettre aux individus de se constituer à un moment donné une image d'ensemble de la société pour pallier à ce qu'il appelle l'hyperfragmentation. Cette reviviscence passe notamment par les traditions et l'authenticité qui sont réintégrées et réinterprétées, mais selon les logiques et les règles de l'hypermodernité. Pour le citer, il explique que le passé n'est plus socialement fondateur ou structurant. Il est réaménagé, recyclé, mis au goût du jour, exploité à des fins marchandes. Pour lui, là-dedans, par exemple, c'est tout ce qui est appellation, référence au terroir ou, festival de la poutine ou festival du cochon qui n'existaient pas avant mais qui ont été faits pour nos sociétés, pour des célébrations autour de la nourriture. Ça rentre vraiment dans cette logique-là de recyclage du passé. Enfin, nous avons retenu le concept de glocalisation. La glocalisation, c'est un double mouvement du global et du local en vue de créer de la spécialisation ou de la différenciation dans les productions et les consommations. Le fait que les logiques de globalisation et les méthodes locales a priori opposées se nourrissent réciproquement, ça nous a paru pertinent dans le cadre de notre recherche quand on pense par exemple à ce qu'on appelle un globalisme localisé, c'est McDonald's qui pour le Québec va faire une poutine, et contrairement à un localisme globalisé, c'est comment nos sociétés ont adopté les sushis ou même aujourd'hui la mode des pokéballs, ça rentre tout à fait là-dedans. Donc nous pensons que les émissions culinaires ne peuvent être étudiées indépendamment de la société et du champ médiatique dans lesquels elles sont produites. Sur le plan méthodologique, en fait, cette pensée que nous avons, ça s'est traduit par la sociosémiotique qui est portée par le chercheur Jean-Pierre Eskenazi. En continuant la réflexion de Massé dont j'ai parlé précédemment, Jean-Pierre Eskenazi considère que les contenus visuels sont des objets sémiotiques à envisager comme des produits manufacturés. Et donc, c'est des produits qui sont le résultat d'interactions et de négociations sociales, politiques et économiques. Il propose de les observer sur 3 plans. Celui de la production, donc la manière dont le champ télévisuel est organisé. Celui de la présentation, donc comment le produit est présenté. Et la dimension de la réception. Notre grille d'observation est inspirée de la méthodologie de Locard et découle aussi de cette socio-sémiotique. Elle étudie le dispositif télévisuel, donc la notion de dispositif dans le cadre de notre recherche. C'est pas à comprendre comme un appareillage technique, mais il permet plutôt, je cite, d'appréhender dans toute leur complexité les rapports entre le technique et le symbolique, le sujet et l'objet. Le dispositif, c'est donc un ensemble agencé de paramètres de médiation qui sont réunis et mobilisés par une instance de production pour réaliser le projet communicationnel sous-tendant une émission. Donc un programme télévisuel ne doit donc pas seulement être pensé en termes de stratégie au bénéfice des instances de pouvoir, mais il faut prendre en compte l'environnement de production et de réception. L'étude du dispositif permet vraiment de comprendre les logiques qui traversent les émissions culinaires et qui s'impriment dans le produit fini, donc l'émission. L'observation, l'analyse qu'on a faite, elle reposait sur 4 éléments distincts. L'orientation thématique, donc ce qui est dit de l'émission dans les dossiers de presse, le site web ou ne serait-ce que les résumés d'émissions. La structure, comment est fait le générique, l'ouverture, comment on va faire insérer chaque segment les uns vers les autres. Les mises en scène verbales et visuelles et le cadre situationnel. Ces 4 unités sont repérables dans tous les programmes télévisuels. Ce sont vraiment les sous-unités qui vont faire plus ou moins de différence et qui vont changer la modalité des programmes.
En observant certains paramètres qui existent dans toutes les émissions de télévision, nous voulions réunir des éléments capables de faire ressortir les points communs et les différences des émissions culinaires. Afin de valider ou d'infirmer notre hypothèse, on a circonscrit notre objet d'étude et on a créé un corpus adapté à notre objet de recherche. À l'époque, j'ai choisi les saisons 2013-2014 des émissions Ciné M, Curieux Bégin, Un souper presque parfait et Les Chefs. J'ai choisi ces émissions car elles remplissaient les critères d'un corpus objectivé. Ce sont des émissions qui étaient diffusées sur les différentes chaînes généralistes québécoises francophones et dont le concept est originellement québécois ou a été adapté spécifiquement pour la province. Par ailleurs, elles nous ont semblé assez représentatives du panel d'émissions offerts à l'époque, puisque d'une part, elles présentent différents formats et des logiques de programmation différentes, et d'autre part, elles entrent dans les différentes catégories d'émissions culinaires que nous avons empruntées à la classification de la chaîne spécialisée Zest. Par exemple, Ciné M est considéré comme une émission de cuisine, Les Chefs, une émission de télé-réalité, et de compétition professionnelle, Un souper presque parfait, une émission de télé-réalité mais de compétition amateur cette fois, et Curieux Bégin, une émission de découverte et aventure culinaire. Enfin, le choix d'un premier épisode d'une nouvelle saison nous semblait pertinent puisque ces émissions avaient déjà au moins une saison à leur actif et que ce premier épisode se présentait comme le moment où le public allait être replongé dans l'univers des programmes avec un rappel ou une définition des visées inhérentes. Et donc là, je vais passer à les interprétations que j'ai menées. L'observation de chacune des émissions a fait ressortir les différences sur la manière dont le dispositif encadrait le culinaire. Nous avons relevé les traits les plus saillants de chacun des programmes. Concours de professionnels, Les Chefs fait entrer le téléspectateur dans un univers institutionnel rigoureux. Le culinaire est pensé comme une gastronomie savante, un savoir-faire particulier auquel tout le monde ne peut prétendre. Le programme ancre les pratiques dans une tradition de production alimentaire québécoise. Le culturel est également très présent dans Curieux Bégin. Le discours véhiculé par cette émission a une forte valeur patrimoniale. Pourtant, bien que la vision du culinaire paraisse assez semblable à celle montrée dans Les Chefs, la manière dont elle est mise en avant est vraiment différente. Dans l'émission de Christian Bégin, le culinaire est débarrassé de son côté prestigieux pour devenir synonyme de commensalité. Hors du temps, le partage autour du culinaire est ici une expérience épicurienne à part entière. Si le rassemblement a également lieu dans Un souper presque parfait, la cuisine est reléguée au second plan, au profit des personnalités individuelles et du rapport hôte-invité. Le culinaire est bien présent, mais il est moins question de repas que de la dynamique sociale qui entoure le repas. En ce qui concerne Ciné M, le programme garde le concept des premières émissions de cuisine traditionnelle où un chef offre une leçon aux téléspectateurs. Néanmoins, le dispositif fait en sorte que le discours véhiculé va plus loin que le simple aspect didactique. Le programme aborde les problématiques propres à la réalité agroalimentaire et marque la volonté de revenir à des pratiques culinaires plus ancrées dans le plaisir et le partage des bonnes choses. Donc si le culinaire paraît de prime abord être traité de diverses manières dans l'échantillon d'émissions, elles se rejoignent pourtant sur certaines logiques qu'elles poussent à l'extrême. En effet, dans chacun des programmes, on a pu retrouver les logiques propres à l'hypermodernité développées plus tôt, c'est-à-dire l'esthétisme, le recyclage du passé et la glocalisation. En premier lieu, l'intérêt de ces émissions réside dans ce qu'elles sont capables de véhiculer des émotions qui captent l'attention du téléspectateur. Cet affect s'inscrit parfaitement dans la manière dont, dans la société d'hyperconsommation, les consommateurs consomment une expérience sensible plus que des biens nécessaires. La logique hédonistique se traduit par une mise en scène esthétique, un discours sur le bon, un discours sur le beau. Une esthétique émotionnelle fait en sorte que les programmes culinaires deviennent des supports privilégiés pour les acteurs des filières agroalimentaires qui en profitent pleinement pour valoriser leur image de marque et séduire les consommateurs. En second lieu, la place importante prise par l'authenticité, le rassemblement, la transmission. Cela montre à quel point le culinaire dans l'hypermodernité est un enjeu d'investissement symbolique. Il devient alors, dans ces programmes, une sorte de repère faisant le lien entre le passé et le présent, la communauté et les individus. Dans cette représentation, les chefs vedettes de ces émissions agissent comme des missionnaires. Ils posent les premières pierres à l'édifice patrimonial du culinaire québécois et ils font découvrir les produits, les producteurs et les savoir-faire québécois. Les amateurs de bonne chère, eux, rappellent les rituels, la commensalité et la joie du vivre ensemble.
En s'inscrivant dans un espace-temps proche de celui des spectateurs, les recettes, le partage de la nourriture, le terroir deviennent des investissements symboliques dans lesquels telle ou telle communauté de téléspectateurs va pouvoir manifester son appartenance et renouer les liens fragilisés par l'individualité. Finalement, ces émissions culinaires, de par leur existence dans la plupart des sociétés développées et de par leur contenu en termes de pratiques et de produits, présentent une hybridité entre le local et le global. La globalisation du marché de l'agroalimentaire est visible dans ces émissions puisqu'on repère à la fois des nourritures clairement définies comme étrangères et d'autres très ancrées localement. S'il y a une curiosité pour les cuisines du monde, ces dernières restent très créolisées ou ramenées toujours aux propres expériences culinaires locales. Parallèlement, un accent est mis sur les produits et les savoir-faire locaux. Ces derniers soutiennent l'idée qu'il existe localement un héritage. Celui-ci devient une valeur ajoutée pour promouvoir et faire connaître sa culture culinaire à l'étranger. La manière dont le culinaire est encadré par les dispositifs télévisuels met donc en exergue les logiques similaires à celles de la consommation dans les sociétés hypermodernes. Ces caractéristiques ne sont pas seulement le fait d'une évolution des consommations culinaires, elles s'inscrivent également dans le champ médiatique. L'échantillon proposé pour cette recherche présente des dispositifs a priori différents. Ces derniers offrent divers cadrages du culinaire, pourtant nous avons pu faire ressortir que malgré leur apparente dissemblance, ces programmes font ressortir des caractéristiques communes. Ces dernières traduisent les logiques inhérentes de la société d'hyperconsommation dans laquelle elles s'inscrivent. Les principales conclusions que nous portons sur cette recherche n'ont pas pour but de dire que toutes les émissions expriment la même chose. L'objectif était plutôt de montrer comment les caractéristiques de l'hypermodernité sont pliées dans les structures signifiantes que sont les programmes culinaires. Évidemment, c'est une recherche qui comporte ses propres limites. Il y a une partie pris épistémologique, le corpus est vraiment restreint. Les effets de sens, donc l'analyse que j'en ai tirée, sont vraiment à considérer comme des interprétations possibles et non pas comme une vérité immuable et absolue. Nous n'avons pas étudié le plan de la réception comme le préconise normalement la sociosémiotique. D'ailleurs, ce serait très intéressant d'étudier les téléspectateurs en fonction de ce que Dominique Boulier avait défini, c'est-à-dire le spectateur démiurge, le spectateur sectateur, le spectateur addict ou encore le spectateur zombie, parce que tous les Québécois ont un discours autour des émissions culinaires qui peuvent refléter ces 4 types de spectateurs. La plupart des Québécois connaissent au moins une émission culinaire et peuvent justifier leur attachement à cette programmation ou encore le dédain qu'ils entretiennent à son égard. Nous avons enfin remarqué que lorsqu'un spectateur aborde le sujet des émissions culinaires, il a tendance à se positionner par rapport au contenu mais également à évoquer ses propres pratiques culinaires. Il serait aussi intéressant de se demander si ces productions soulèvent un questionnement quant à nos pratiques culinaires. Dans un colloque sur l'imaginaire du culinaire, Normand Laprise semblait convaincu que les émissions avaient une répercussion positive sur nos modèles alimentaires actuels. Pour lui, les programmes culinaires auraient surtout une incidence sur les adolescents et les générations futures. Il développerait chez le jeune public une curiosité, une soif d'apprendre qui, de concert avec une valorisation de notre patrimoine plus importante, passant notamment par la traçabilité et le contrôle des origines des produits, mènera possiblement à un modèle hybride entre l'hyperconsommation et un réel retour aux produits agroalimentaires contrôlés. Puisque nous pensons que les contenus télévisuels et les configurations sociales s'inter-influencent, une étude pourrait être menée sur cette dimension importante des programmes culinaires. Cette piste rejoint la thématique d'aujourd'hui puisque les émissions contribuent à construire les pratiques alimentaires des adolescents, mais les adolescents, par leurs pratiques alimentaires, contribuent également à construire les futurs programmes culinaires. Merci.